En Afrique, l'avènement de chaque nouvelle élection soulève les mêmes espoirs au départ, l'alternance démocratique. Donc la dévolution du pouvoir selon les règles constitutionnelles établies d'une majorité à une autre. Mais aussi les mêmes déceptions, celles qui font de nous des philosophes des temps modernes, nous passant ainsi notre temps à nous interroger à outrance sur la vertu même d'exercer ce devoir civique. Entre discours emmaillotés sous la parure d'une pseudo-démocratie, des urnes transparentes et bulletins déjà scellés d'avance, un questionnement pas si étrange dérange. Pourquoi l'alternance démocratique semble impossible en Afrique, surtout en Afrique francophone? Et pourquoi les observateurs internationaux légitimes et valident-ils souvent ces mascarades électorales qui se déroulent devant leurs yeux? Police out in force in Kampala, just one of the several Ugandan cities seized by protests over the arrest of pop star turned politician Bobi Wine. Madame, Monsieur, bienvenue sur les corridors d'Afrique. Attachez vos ceintures, car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Il faut préciser que l'Afrique n'est pas un bloc uniforme. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous allons essentiellement nous appesantir sur le bloc anglophone et le bloc francophone qui sont majoritairement représentés sur le continent. So help me God. So help me God. Que Dieu m'aide dans ma tâche. Mandela. L'Afrique anglophone est marquée par un modèle de démocratie plutôt libérale qui est un système de gouvernement qui combine la démocratie représentative et les principes du libéralisme, mettant l'accent sur la protection des libertés individuelles. Elle se caractérise par des élections libres et régulières, une séparation des pouvoirs, une justice indépendante, la liberté d'expression et des droits pour les minorités. Elle s'oppose aux régimes autoritaires et totalitaires et s'oppose aussi aux démocraties illibérales qui affaiblissent les garanties démocratiques. Ce modèle est inspiré du modèle du Royaume-Uni où l'on peut observer la solidité institutionnelle. Au Ghana, au Nigeria, au Kenya, les transitions pacifiques existent, même si elles sont imparfaites. L'Afrique francophone, quant à elle, héritière du jacobinisme français et qui est une doctrine politique associée à la Révolution française qui défend des principes comme la souveraineté populaire, l'unité et l'indivisibilité de la République et la centralisation du pouvoir à Paris. En pratique, le pouvoir exécutif est centralisé et vertical. Il demeure concentré entre les mains du président de la République. Il faut noter que la principale différence entre ces deux méthodes réside dans leur priorité. La démocratie libérale privilégie les droits et libertés individuelles face à l'État, tandis que le jacobinisme priorise la volonté de la nation à travers un État centralisé, puissant, pour garantir l'égalité. Selon une étude menée par le Freedom House en 2024, sur les 20 pays les plus autoritaires d'Afrique, 14 sont francophones. Je vais vous mettre tous les liens qui ont permis de réaliser cette vidéo en description. Where demonstrators blocked roads and chanted Bobi Wine's slogan. The situation degenerated with robberies, looting. Ce n'est donc pas le fruit du hasard que l'écart soit si titanesque entre le bloc anglophone et le bloc francophone. Car il faut préciser que le modèle politique exporté par la France dans ses anciennes colonies pendant la décolonisation
a été, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, plus bénéfique à la France qu'à ses anciennes colonies, créant ainsi derrière des États forts qui s'enracinent fort longtemps au pouvoir pendant des générations, pendant des décennies, tels des baobabs dans la roche-mère. Cependant, des institutions censées réguler et garantir le vrai jeu démocratique, ce système d'interaction politique qui garantit la compétition pacifique pour le pouvoir, le respect des règles communes, la liberté de participation des citoyens et la légitimité des institutions qui arbitrent cette compétition, qui se caractérise par la compétition politique libre et transparente. En fait ici référence à l'existence de plusieurs partis, plusieurs candidats, plusieurs idéologies. Personne ne monopolise l'expression politique. Des libertés de création de partis, élections pluralistes, des débats publics ouverts, des élections régulières, libres et crédibles. Les élections ne sont pas des élections de façade. Ce sont de véritables mécanismes d'alternance, caractéristiques d'élections démocratiques qui sont l'universalité du suffrage, indépendance des organes électoraux, absence de coercition, comptage transparent, acceptation des résultats. Aussi, un autre point, la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Un jeu démocratique n'existe pas sans un Parlement qui légifère, un exécutif qui gouverne, un pouvoir judiciaire indépendant qui arbitre. L'objectif, c'est d'éviter la concentration du pouvoir. Prétendre que toutes ces règles ne sont pas prises en compte, ce serait mentir. Toutefois, il faut préciser que les règles clés, comme la crédibilité des élections, l'acceptation des résultats et un pouvoir judiciaire indépendant qui arbitre, ne sont pas vraiment respectées. On l'a récemment vu au Cameroun avec Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, proclamant ainsi la victoire de Paul Biya, et plus tard dans une vidéo qui est en train de se réjouir de la victoire de Paul Biya. Et on le voit très souvent dans nos pays, après des élections, que les opposants politiques s'autoproclament vainqueurs des élections présidentielles. Aussi, un autre point, on a le respect des droits et libertés fondamentaux. Les citoyens doivent s'exprimer librement, se rassembler, se syndiquer, s'informer et être informés, voter sans pression. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pays. Les médias libres jouent surtout un rôle essentiel de contre-pouvoir. La participation citoyenne, le jeu démocratique ne se limite pas aux élections. Il inclut aussi la société civile, les associations, les jeunes, les femmes, les intellectuels, les mouvements sociaux. La règle de droit est l'état de droit. La loi est au-dessus de tous, même des dirigeants. Le pouvoir se limite lui-même. Un autre point, la confrontation pacifique des idées. Les adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Il existe un cadre de débat, des institutions neutres, des solutions non violentes au conflit. Un autre point, la reddition de comptes. Les dirigeants doivent expliquer leurs décisions, justifier les dépenses, être évalués, être sanctionnés ou récompensés par les électeurs. Un autre point, l'alternance politique possible. Une démocratie réelle permet à chaque élection la continuité, si les citoyens le souhaitent, ou l'alternance sans violence.
Mais en Afrique, les élections sont devenues synonymes de mauvais présages. C'est-à-dire, toutefois, quand il y a des élections, il faut s'attendre au pire. Un autre point, la légitimité. Le pouvoir n'est légitime que s'il est conforme à la Constitution, accepté par la population, transparent dans son exercice. En résumé, un jeu démocratique solide repose sur une compétition politique libre, des élections crédibles, la séparation des pouvoirs, des libertés protégées, une participation citoyenne réelle, un état de droit robuste. C'est un système où personne ne gagne par la force, mais par les règles. Voilà pourquoi ces institutions censées soutenir nos États sont marquées par une léthargie notoire qui témoigne de leur faiblesse. Étant donné que c'est grâce au passé qu'en fait le présent et grâce au présent qu'en fait le futur, il faille donc ressasser le passé afin de comprendre ce phénomène. Pourquoi les institutions censées être solides sont piétinées pour laisser s'exprimer la force d'un clan ou d'une personnalité politique. Dans les années 1960, la France décide d'octroyer les indépendances à ses anciennes colonies, mais pas une réelle souveraineté. Comme un père, après l'obtention du baccalauréat de son fils, se décide de l'envoyer aux États-Unis. Mais une fois aux États-Unis, le fils se rend compte que son père est son seul et unique tuteur. À travers la France-Afrique, Paris installe ainsi des régimes amis, loyaux, mais stables. Peu importe leur propension ou leur respect des valeurs démocratiques, le plus important, c'est la loyauté, la stabilité. En revanche, dans les colonies britanniques, le modèle de Commonwealth, quant à lui, met l'accent sur une certaine autonomie institutionnelle. Résultat, au Ghana, la justice et le Parlement peuvent contester le pouvoir exécutif grâce à un système de séparation des pouvoirs et à des mécanismes de contrôle constitutionnel. Le pouvoir judiciaire, notamment la Cour suprême, peut annuler des actes de l'exécutif s'ils sont jugés inconstitutionnels. Et le pouvoir législatif peut contrôler les actions du gouvernement et adopter des lois. En Afrique francophone, ces contre-pouvoirs ne sont que symboliques. Le politologue Jean-François Bayard parle de politique du ventre. Le pouvoir comme outil d'enrichissement personnel et de contrôle social. Pendant que certains pays anglophones vivent 4-5 alternances démocratiques, des pays comme le Tchad, le Gabon et le Cameroun connaissent un seul et même clan au pouvoir depuis un demi-siècle. Chaque élection ressemble à un rituel machiavélique maraudé, un script déjà connu par de nombreux concitoyens. Les campagnes massives sont organisées avec pompe et des moyens colossaux, juste pour mieux leurrer la communauté internationale. Des giga-meetings populaires et éparses auxquels les gens majoritairement désœuvrés, affamés assistent, vêtus des t-shirts à l'effigie du guide providentiel, non pas avec une conviction morale, mais plutôt avec une conviction du ventre qui gargouille. Il suffit juste d'observer la manière dont ces élections sont organisées et comment elles se déroulent.
Il suffit de demander aux participants pourquoi ils préfèrent tel ou tel candidat et non pas tel ou tel autre candidat. Et surtout, s'ils ont pris ne serait-ce qu'un petit temps de lire le programme électoral de ce fameux candidat. Les raisons sont généralement liées à l'ethnie, parce qu'il fait partie de mon ethnie. On ne vote plus à cause d'un idéal, mais à cause des appartenances ethniques. Enfin, l'opposition alertera sur la détection des fraudes massives. Internet sera coupé. Le leader de l'opposition prendra la poudre d'escampette. Il sera traqué de partout, tel un malfrat. Un mandat d'arrêt sur mesure sera lancé contre lui. Et plus tard, il s'auto-proclamera devant une caméra, vainqueur des élections présidentielles, garantissant d'être dans un lieu sûr. Puis, le verdict de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême tombera, toujours prévisible, et on se préparera pour la prochaine échéance électorale sous 5 ans ou sous 7 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela prouve combien vous appréciez notre travail. Pour le soutenir, c'est très simple. Aimez, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Mais pourquoi ces élections sont-elles validées par les observateurs internationaux? Pour répondre à cette question, le politologue Richard Benegas disait ce qui suit. Les observateurs internationaux de l'Union européenne, de l'ONU, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, viennent pour stabiliser plus que pour démocratiser. On comprend déjà que leur objectif principal est d'éviter les violences post-électorales, pas forcément garantir la transparence du vote. Et souvent, les rapports officiels soulignent quelques irrégularités, mais concluent que le scrutin s'est globalement bien déroulé. En coulisses, il s'agit plutôt de préserver des alliés géopolitiques, de garantir l'accès aux ressources naturelles et d'assurer la stabilité régionale, et enfin de signer des partenariats militaires. En d'autres termes, mieux vaut un autocrate docile qu'un démocrate imprévisible. Ici, les mots du général de Gaulle trouvent tout leur sens. Les États n'ont que des intérêts et non d'amis. L'absence d'alternance ne tient pas qu'à la France ou à l'Occident. Elle est aussi le fruit d'un système économique et social verrouillé. Les présidents modifient à leur guise les constitutions, tels des costumes, pour se maintenir au pouvoir. Paul Biya, au Cameroun, 42 ans au pouvoir, ou encore feu Idriss Déby, feu Muammar Kadhafi. Les élites économiques et militaires ont tout à perdre d'un changement de régime. Les intérêts, les avantages, ainsi que les privilèges. Et quand le peuple se soulève, la répression est brutale, hyper brutale, comme au Togo en 2025 ou en Guinée en 2009. L'opposition, quant à elle, en Afrique, manque souvent d'unité, de moyens et de stratégie. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est toujours un grand plaisir d'avoir votre avis. L'Afrique n'est pas condamnée à la stagnation. L'espoir existe. Il y aura toujours un matin, même après une nuit trop noire. La jeunesse, la société civile, les nouvelles technologies redonnent vie à la démocratie qui reprend peu à peu ses couleurs à travers des mouvements conscients comme la Gen Z.
Des plateformes comme Y'en a marre au Sénégal, le Ballet citoyen au Burkina Faso ou Filimbi en RDC ont montré que le peuple peut reprendre la parole. Mais sans souveraineté économique, sans institutions fortes et sans courage politique, l'alternance ne sera qu'un mot banal, une réalité inatteignable. En vérité, ce ne sont pas les urnes qui manquent à l'Afrique, ce sont les valeurs et les institutions capables de dire non au pouvoir absolu qui font défaut. Tant que la démocratie sera vue comme un spectacle à présenter à l'Occident et non comme un pacte sacramentel entre le peuple et ses dirigeants, le continent continuera de tourner en rond. L'alternance démocratique n'est pas un luxe, mais c'est une preuve tangible que le pouvoir appartient encore au peuple. Madame, Monsieur, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été si nombreux à nous regarder sur les corridors d'Afrique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de regarder une autre vidéo et de la partager. C'était les corridors d'Afrique au cœur d'Afrique.